Alors, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité pour cet événement important. Je vais vous expliquer de ce que nos collaborateurs font en ce moment en El Salvador. Le processus de coopération a été assez spécial. Nous avons pas mal de défis auxquels nous sommes confrontés pour la ratification. Nous avons des alliances politiques. Nous sommes un réseau Action mondiale des parlementaires. Nous avons travaillé depuis 2002 en El Salvador. Nous avons eu des consultations avec les membres du gouvernement pour la ratification, mais aussi maintenant pour la mise en œuvre. À ce niveau, ce processus de mise en œuvre est très spécial en El Salvador. Cela montre combien il est important pour le gouvernement. Donc, la mise en œuvre du statut, c'est très différent des processus d'autres pays ou régions. Par exemple, en Argentine, en Uruguay, qui ont des législations de mise en œuvre très détaillées et qui ont eu différents processus. D'abord, la ratification et ensuite le gouvernement a commencé à écrire le projet. Au Chili, nous avons d'abord les crimes et puis cela et maintenant le gouvernement travaille sur la législation. Au Salvador, nous faisons le deux en même temps, montrant qu'il est donc très important d'agir en tant que partie. Tous les défis qui se présentent à la ratification, la plupart d'entre eux sont expliqués et on appelle cela des défis constitutionnels. Le Parlement a décidé de traiter d'abord la ratification et ensuite de procéder à la mise en œuvre. Immédiatement après la ratification qui a lieu en novembre de l'année dernière, les parlementaires et donc d'autres qui sont membres de la PGA sont entrés donc dans le comité de ces affaires et comprenaient l'importance de la coopération avec la CPI. Ils comprenaient que la CPI avait juridiction et qu'il y avait des mécanismes nationaux pour mettre en œuvre ces ordres. Elle a compris que la coopération de l'État était nécessaire pour garantir la bonne mise en œuvre et tout retard dans la mise en œuvre mettra en retard également les procédures de la Cour, particulièrement pour ces États à l'intérieur du processus de la CPI. Je vais maintenant mentionner brièvement certains des aspects de ce projet de loi de coopération. La plupart des articles de la partie naine des statuts de Rome inclut des éléments sur la confidentialité et la demande de coopération. Il demande également des droits pour les accusés et donc l'application des demandes, l'article 95, ils ont également des procédures sur la manière d'intégrer des demandes. Et ils divisent donc la coopération et pour la remise en différentes formes de coopération. Il veut donc simplifier la remise d'autres éléments donc que nous voyons d'habitude dans la partie 9. Je vais d'abord me concentrer sur ces articles qui va être inclus. Le premier, c'est l'article 3, qui parle de la non-rétroactivité de la juridiction de la CPI. Nous travaillons sur des lois et pour nous, il est très difficile, très bizarre de trouver un article qui parle de la non-rétroactivité. Et ce n'est pas seulement... ça ne s'est pas seulement passé dans le Salvador, mais aussi dans d'autres pays au moment de la ratification. Et on pourrait comprendre que la Cour a
la juridiction ou est compétente pour les crimes du passé. Dans les histoires des guerres civiles, beaucoup de personnes ont participé à ces conflits et maintenant, dans la présidence et dans le gouvernement, il y a une loi d'amnistie au Salvador et on craignait au Salvador que la Cour pourrait donc enquêter et poursuivre ces crimes passés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons inclus l'article 3 pour la mise en œuvre. Le deuxième article auquel je voudrais me référer est l'article 14 de ce projet de loi qui se rapporte donc aux sentences. Le jugement et la peine ne peut pas être plus grande que celle qui est inclue dans la législation nationale. Et cela est imposé. Et il faut donc on impose de tenir compte de la législation du Salvador aux juges de la CPI. Cela peut originer de notre article. Donc, c'est un défi constitutionnel parce que la Constitution du Salvador défend donc la prison à vie. Et ça, c'est un très grand défi. Et nous voyons comment cet article est entré dans la législation. Nous fournissons également donc l'aide technique également. Nous organisons des séminaires, nous avons des mémos juridiques et en ce qui concerne la coopération, nous avons une loi de référence sur la coopération pour les pays d'Amérique latine qui collecte les meilleures pratiques pour les différentes législations pour la coopération dans le monde. Sur cette base de cette législation, nous avons proposé d'améliorer donc cet article. Nous avons suggéré d'enlever de l'article 14 et de reformuler cet article en disant qu'ils accepteront les personnes qui ont été condamnées à une peine qui est applicable dans le système national et qu'on n'acceptera personne qui n'aura... Et c'est une loi, c'est une déclaration que beaucoup d'États ont faite lorsqu'ils ont déposé les instruments de ratification. Et cela permettra au Salvador d'exercer sa juridiction sur les personnes qui purgent leur peine dans leur pays. Je voudrais maintenant passer à troisièmement important que j'ai déjà inclus dans l'acte de coopération. Donc, le premier concerne la coopération volontaire, le deuxième sont les points focaux et les communications, et le troisième, donc, ce sont les différents facettes. En ce qui concerne la coopération volontaire, il y a une partie spéciale, c'est la partie 4 de l'acte qui concerne la mise en œuvre des sentences ou des jugements sur le territoire. Ce qui est intéressant, donc, et le juge il est intéressant de voir donc voir ce que le juge doit faire et le système pénitentiaire. Et il ne doit pas y avoir de retard dans la communication entre le tribunal et le domaine pénitentiaire pour la mise en œuvre. Le tribunal pourra également modifier les jugements et nous pouvons voir. Et il y a également une amélioration possible. Seuls des nationaux ou des ressortissants peuvent purger des peines dans le Salvador. Et nous allons... Seuls des ressortissants seront donc jugés par la CPI et vont purger sur notre territoire. Et il faut également considérer donc l'article 86 qui parle de la... Et la CPI n'a pas de territoire, et si bien que la coopération est garantie. Et de plus, le cadre de l'accord de mise en œuvre
et cette restriction n'est pas inclue. Nous avons expliqué à nos membres, parce que nous essayons d'agrandir ou d'élargir cet article par l'article 47 de la législation, le gouvernement peut décider cas par cas cette mise en œuvre des jugements. Cela veut dire que tous les gens au Salvador vont purger leur peine dans ce pays, mais le gouvernement peut le décider. Un autre élément important sur la coopération volontaire est inclus dans la loi, c'est la protection des témoins, et c'est très intéressant, et des familles. Donc, il fait référence aux mesures protectives dans le statut de Rome, dans son article 86. Et il y a donc une loi pour les victimes et les témoins. C'est une loi extrêmement large qui aide vraiment à fournir toutes les mesures adéquates pour la protection des victimes ou des témoins à cause de la relation avec la CPI. Cependant, la référence dans cet article ne dit rien de spécifique sur les restrictions sur les nationalités, et c'est intéressant. Mais elle dit soit ou soit. Nous voudrions que nos membres aient l'idée que le Salvador acceptera d'autres victimes et témoins d'autres pays. Nous accepterons donc la relocalisation d'autres victimes et témoins lorsqu'elles sont en danger. Et d'autres éléments est d'inclure l'aide des victimes aux procédures de la CPI. Et nous avons deux façons volontaires de coopérer, donc la décharge interne et externe. Elles ne sont pas intégrées maintenant, mais nous avons des textes. Ensuite, nous avons un point très important pour nous, qui est donc le point de discussion et les canaux de communication. Le statut de Rome, comme vous le savez, n'a pas d'autorité pour être responsable de la coopération ou en liaison avec les tribunaux. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'États utilisaient le système qu'ils ont pour la coopération judiciaire avec d'autres États membres. Mais ce système de coopération est très différent. La coopération avec de ces pays a des éléments de verticalité et d'horizontalité. Donc, la même autorité n'est peut-être pas très appropriée pour la coopération avec la CPI. Dans notre loi de référence, nous avons donc une approche double ou une approche de double point de discussion. Nous avons le ministère des Affaires étrangères, mais également le procureur général, qui seront des points de discussion directs pour prendre des mesures judiciaires ou de poursuite. Nous pensons que de cette façon, la coopération permettra une coopération entière et rapide avec la CPI. Et c'était essentiel, comme on l'a mentionné auparavant, pour garantir que la Cour remplira son mandat. Tout retard pour les demandes de coopération réduit l'efficace et il nous fera manquer des opportunités. Nous avons vu en Afrique du Sud, par exemple, que nous avons perdu l'opportunité d'avoir un arrêt et une remise parce que en fait, la personnalité aurait dû être arrêtée. Nous voyons comment il y a une approche différente des ministères des Affaires étrangères dans certains cas et du judiciaire. Nous considérons également que cette approche n'est pas unique. Nous ne sommes pas les seuls à avoir ces idées qui ont déjà été utilisées par différents pays. Nous voyons que la République tchèque, l'Estonie, la Lituanie et la France ont déclaré que lorsqu'elles ont déposé leurs outils de ratification, qu'elles allaient utiliser un système double de communication avec la Cour. Au Salvador, c'est intéressant parce qu'il y a une coopération entre la CPI
à la Cour suprême, ce qui est fantastique. Mais toute la communication doit passer par le ministère des Affaires étrangères. C'est compréhensible. Et dans cette approche, nous ne disons pas que le ministère des Affaires étrangères ne devrait pas être impliqué. Au contraire, nous considérons que toute la communication doit passer par le ministère des Affaires étrangères, qui a un rôle très important. C'est celui de contrôler et de soutenir la prompte mise en œuvre des demandes. Le ministère des Affaires étrangères devrait être celui qui est responsable de toutes les demandes de coopération qui impliquent des mesures administratives. Par exemple, les visas, le transfert de personnes et toutes ces demandes de ressortissants qui n'ont pas besoin de mesures de poursuite devraient aller seulement au ministère des Affaires étrangères. Les autres, lorsqu'il y a eu le besoin qu'un tribunal agisse et que donc qu'un procureur agisse, iront aux tribunaux pour éviter tout retard et pour rendre la communication plus efficace. Je voulais simplement, j'ai peu de temps et que la nature spéciale de la CPI permet différentes modes de coopération avec les ministères des Affaires étrangères et pour garantir l'indépendance du judiciaire d'une façon très efficace, en ayant donc les tribunaux et la Cour suprême. Je n'ai plus le temps de passer en revue et d'identifier donc les différentes facettes. Je dirais que ça a été inclus dans la législation. Nous essayons de générer une action proactive pour les enquêteurs au plan national afin qu'ils communiquent avec les tribunaux et dans le cas de procédures urgentes, dans les cas donc des remises et d'autres processus ont été étudiés par des analystes. Et je voudrais maintenant résumer ce qu'on a, le projet de loi. Donc, nous travaillons sur les questions très importantes de la coopération obligatoire ou volontaire. Et je pense que Olympia Haddad a dit qu'il y a une différente façon de mettre en œuvre un système dualiste. Je pense que même ces catégories qu'un système moniste, il est important d'avoir une législation qui utilise les mécanismes nationaux, responsables de véritablement mettre en œuvre ces demandes de coopération venant de la Cour, et ce d'une façon très efficace. Les parlementaires, naturellement, ont un rôle principal à jouer. Ce sont eux qui élaborent une législation très étendue sur la coopération. Merci beaucoup pour votre attention.